Amis auditeurs, bonjour. Nous recevons ce matin dans l'invité direct M. Nazim Zouewish, ancien président de Sonatrach et expert en énergie, expert international en énergie. M. Zouewish, bonjour. Bonjour. Pour nous accompagner ce matin, Hassan Haddouche, expert financier et spécialiste aussi des questions de l'énergie. Hassan, bonjour. Bonjour. Alors, M. Zouewish, ça tombe rarement aussi bien le mardi qui suit la décision du Conseil des ministres d'autoriser, de donner le feu vert pour l'exploitation du gaz de schiste dans le Sahara algérien. Vous connaissez très bien la question, vous avez déjà réagi. Vous dites quoi? Vous dites que c'est une décision précipitée? Oui, a priori, on peut dire que c'est une décision précipitée parce que une décision de ce genre qui va entraîner des dépenses énormes au niveau du pays aurait nécessité quand même un certain nombre d'études un peu plus sérieuses et un peu plus poussées que celles qui ont été faites. J'ai l'impression qu'on s'est basé sur des chiffres qui ont été annoncés par le département américain de l'énergie. Les fameux 27 000 milliards qui parle de 27 000 milliards, 20 000 milliards. Des chiffres, de mètres cubes. Oui, de mètres cubes. En réalité, il parle en TCF, il doit dire, je ne sais plus, moi, 15 000 TCF, ou j'en sais rien. Mais ça vous donne une idée, je trouve que ces chiffres sont quand même extrêmement théoriques. Et la deuxième remarque qu'il faut faire, quand je lis dans nos journaux, on dit « Ah, le département d'énergie américain annonce, comme vous dites, 27 000 ou 20 000, enfin énorme, beaucoup de gaz, de réserve. » Or, c'est faux. Ce qu'il dit, ce sont des ressources. Or, si je m'en tiens à la seule expérience industrielle qui existe aujourd'hui, c'est l'expérience américaine, entre la ressource, les Américains ont trois grades. Ils disent la ressource, c'est finalement qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol. Vous prenez un grand bloc de roches et vous dites, bon, il peut y avoir tant. Et vous dites ensuite, quelle est la réserve, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut espérer atteindre en production, et enfin le supply, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut produire de cette réserve. Or, le chiffre, suivant la réalité américaine, c'est de 7 à 10% de la ressource qu'on peut produire. Donc déjà, ça vous minimise un petit peu ces chiffres énormes qui Donc vous sont considérez annoncés. que le gouvernement et les autorités ont avancé, notamment parce qu'ils considèrent qu'ils dorment sur un trésor, non pas parce que nous sommes quand même dans une situation où il faut amener de nouvelles quantités et que le gaz conventionnel commence à décliner. Oui, il y a les deux. Il y a probablement, on pourra en parler un peu plus tard, le gaz conventionnel commence à décliner. Il faudra qu'on parle tout à l'heure pourquoi il a commencé à décliner, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il commence à décliner, mais aussi probablement, à mon avis, on est sur un sujet technique, moi j'ai l'impression que le message c'est « bonnes gens, dormez tranquilles, ne vous en faites pas, il y a encore des hydrocarbures en Algérie, et donc on pourra toujours continuer sur la politique rentière ». Voilà un peu ce qui est Alors, vous avez produit un papier qui a été repris par nos confrères de Liberté hier, dans lequel déjà vous travaillez, vous pointez le détail on va dire, du business plan de l'exploitation du gaz de schiste. Oui. Alors, le business plan, il dit à peu près, on pourrait atteindre le plateau de production de 60 milliards de mètres cubes par an en forant 240 puits par an. Vous avez fait votre calcul, vous avez dit c'est impossible avec 240 puits par an d'arriver à je voudrais qu'on prenne 2 minutes pour un peu remettre les pendules à l'heure. On parle d'énergie non conventionnelle. Je voudrais quand même qu'on définisse clairement pour que les Algériens sachent un petit peu, parce que ce que je lis, c'est qu'on dit l'énergie conventionnelle, le gaz non conventionnel, c'est parce qu'on utilise des méthodes non conventionnelles. Ça, c'est faux. Moi, personnellement, j'ai fracturé des puits en 1969. Alors, vous voyez, c'est pas hier, j'étais tout jeune, vous me direz. Et en forage horizontal. Et en forage horizontal, on a foré des dizaines de forages horizontaux en Algérie. Donc, c'est pas ça. Pourquoi on dit conventionnel et non conventionnel? Je voudrais quand même qu'on le dise, si vous me donnez 2 minutes pour l'expliquer. Ça nous intéresse. Le gaz de schiste, on va le chercher dans la roche-mère, c'est-à-dire cette roche qui est en général des argiles. Chez nous, c'est en général les argiles du Silurien qui sont les roches-mères pour nos gisements, qui sont donc des argiles, je le répète, et qui renferment donc des hydrocarbures. Mais ces hydrocarbures datent de dizaines de millions d'années. Ce sont des matières organiques qui ont macéré, etc. Enfin, si vous permettez l'expression. Et puis,
cette roche-mère, au bout d'un certain temps, expulse ces hydrocarbures qui, eux, migrent. Les distances de migration ne sont pas très longues. Il y a eu beaucoup d'études sur les distances de migration. En général, elles ne sont pas très longues. Et cet hydrocarbure va migrer pour chercher et trouver un endroit où il y a des roches poreuses et perméables. Et alors, bien sûr qu'il remplit ses pores avec ces hydrocarbures. Et la troisième condition, c'est que cette roche poreuse et perméable doit avoir une couverture imperméable pour éviter à ces hydrocarbures de continuer à migrer et d'aller vers la surface. Vous avez beaucoup d'hydrocarbures qui sont allés en surface et qui ont disparu définitivement. Il faut qu'ils soient piégés. Donc, la différence, un hydrocarbure conventionnel, c'est un hydrocarbure qui est issu d'une migration, c'est-à-dire qui vient d'une roche-mère qui s'est installée dans une roche poreuse perméable. Un hydrocarbure non conventionnel, c'est celui qui n'a pas migré et qu'on doit aller chercher dans la roche-mère. Voilà, c'est le cas du... Très bien. Alors, ce ne sont pas les techniques utilisées qui sont... Non, ce ne sont pas les techniques. Les techniques sont connues. Ce n'est pas une technique révolutionnaire. Bon, bien sûr que la technologie, moi, quand je vous dis j'ai fracturé un puits en 1969, la technologie d'aujourd'hui a considérablement évolué, énormément. Et donc, on fait des choses qu'on ne pouvait pas faire en ce temps-là. On fait les multifracs, c'est-à-dire... bon, je vais revenir d'abord avant à vous dire, bon, maintenant... Quels sont les processus pour produire ce gaz de schiste? Ce gaz de schiste, le processus, c'est forer des puits, bien sûr. Alors, pourquoi on fore des puits horizontaux? Je répète, la roche-mère est très peu poreuse et très peu perméable. Les porosités sont de 1, 2, 3%. Les perméabilités peuvent être de 0,5 millidarcy. C'est très, très faible. Hein. Donc, et pour avoir le plus de contact avec cette roche qui renferme ces hydrocarbures, au lieu d'avoir un forage vertical qui, lui, bon, et vous n'aurez le contact que la traversée de cette qui peut avoir 100, 200, 300 mètres d'épaisseur, alors qu'en forage horizontal, vous pouvez être en contact jusqu'à 800 mètres, 1 kilomètre. Donc ça vous donne un meilleur contact avec les roches, premièrement. Deuxièmement, comme cette roche n'est pas poreuse et perméable, il faut faire en sorte de la rendre poreuse et perméable, de la rendre surtout perméable. Donc on fracture quoi? On crée des fissures dans cette roche pour permettre au gaz de s'écouler et d'aller vers la surface. C'est ça les deux techniques. Bon, alors le grand problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, en moyenne, un puits, si vous comparez un puits vertical à un puits horizontal, c'est 25% la différence de prix entre un puits horizontal. On parle du rendement ou du coût? Du coût, on va parler du coût. Hein. D'accord. Et même le temps. Hein. En général, c'est 25%. Un puits horizontal est 25% plus cher en moyenne qu'un puits vertical à la même profondeur, en fonction bien sûr de la longueur du drain horizontal. Bon, prenons un drain horizontal moyen de 200 mètres, etc. Et le temps, en général, on met aussi 25% de temps de plus pour réaliser un puits horizontal. Vous pouvez le comprendre, hein, c'est quand même une technique de forage un peu plus complexe que le forage vertical. Le coût d'un puits aujourd'hui peut s'évaluer entre 15 et 20 millions de dollars. Première chose. Deuxièmement, il faut fracturer ensuite ces puits, comme je l'ai dit au départ. Et ça, il faut mobiliser entre 15 et 20 000 mètres cubes d'eau pour pouvoir fracturer, réaliser une opération de fracturation. Parce que l'intérêt, c'est de fracturer le drain le plus long possible. Et comme on ne peut pas le fracturer d'un seul tenant, on fait des multifracs. C'est-à-dire, on fraque partie par partie. On isole, il y a des moyens pour isoler des paquets. Et on fraque, donc, on vient du fond et on fraque la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, pour pouvoir avoir le maximum de productivité de la part de ces puits. Et à cette eau, il faut ajouter des tonnes de sable parce qu'il faut un agent de soutènement. Ces fractures, quand vous les ouvrez, il faut les maintenir ouvertes. Et pour les maintenir ouvertes, il faut quelque chose qui les mette. C'est des grains de sable qui Et les produits chimiques, les fameux Et produits... ensuite, il y a des additifs, énormément d'additifs, dont certains sont des secrets. Hein. Il y a même Obama a demandé d'ailleurs une enquête pour demander aux sociétés d'être beaucoup plus claires sur les additifs qu'ils utilisent pour procéder aux fracturations dans les gisements de gaz de schiste. Tout cela pose clairement un problème de coût quand on met en face le prix du million de BTU aujourd'hui. Alors, on va en parler si vous voulez. Je voudrais qu'on parle d'abord des coûts parce que c'est très important. On parlera aussi des retombées sur l'environnement après, hein, si vous voulez, qui sont très importantes aussi. Mais parlons du problème de coûts. Donc, un puits 15 à 20 millions de dollars, à condition que vous n'ayez pas de problème majeur. Hein. Les puits peuvent, en fonction des terrains rencontrés, vous pouvez avoir des difficultés que vous rencontrez, les coûts peuvent être supérieurs.
Une opération de fracturation, de multifracturation, écoutez, j'ai pas d'idée, mais ça coûte entre 2 à 3 millions de dollars, hein, à peu près. Hein. Bon, tout ça, pour nous, c'est totalement importé. Les appareils de forage sont importés, les pompes pour pousser les fluides de fracturation sont importés, tout est importé. Même le sable, parce qu'il faut un sable c'est pas nécessairement celui du Sahara. Non, celui du Sahara ne s'adapte pas. On a essayé, je me rappelle qu'on avait importé... On va peut-être prendre celui du Haut-de-Sebao. Peut-être. On avait importé ce qu'on appelle du sable d'Ottawa, les douaniers montaient au ciel. Comment nous, on avait tout le sable qu'on a, vous importez du sable. Il a fallu qu'on explique, oui, mais il y a une granulation particulière, etc. Bon, peut-être qu'on pourra trouver des solutions. Et les équipements sont importés, le sable, etc. Est-ce que la main-d'œuvre, les techniciens sont disponibles ou non? Ils sont importés aussi. Ils sont importés aussi. Oui. Alors, ils ne sont pas Voilà, disponibles. vous savez, ils sont pas disponibles. Les grandes sociétés qui procèdent à ces fracturations, il y a 2 grandes sociétés ce sont Halliburton et Schlumberger. Hein. Ce sont elles qui détiennent, je crois, 80-85% du marché. Il y a Becker aussi, mais les grands seigneurs de cette technique, ce sont les 2 sociétés que je comme Alors ils se disent entre eux les rouges et les bleus, quoi. Hein. D'accord. Vous dites que c'est un challenge industriel qui, dans le contexte d'aujourd'hui, le contexte algérien, de celui de Sonatrach, était quasiment injouable. Quasiment injouable. On peut toujours le faire, hein, c'est pas. Mais il faut que j'ajoute aussi autre chose qui est extrêmement importante. La productivité, et ça je m'en tiens toujours aux seules statistiques qui existent, le seul modèle industriel qui existe, c'est le modèle américain. La productivité d'un puits, c'est à peu près, hein, et c'est des chiffres qui ont été aussi avancés par Sonatrach, c'est à peu près 50 millions de mètres cubes par an d'un puits au gaz de schiste, la moyenne. D'accord. Je vous compare, un puits de Hasselmel donne entre 3 et 4 millions de mètres cubes par jour. Hein, ça vous fait ça situe la différence. Première chose. Deuxièmement, ces puits au gaz de schiste, au bout d'un an de production, parce que leur durée de vie est estimée entre 8 et 10 ans, au bout d'un an de production, décline de 40%. Ce qui fait que vous êtes obligé de forer à nouveau. De forer en permanence et de forer le plus vite possible et de forer en permanence. Alors, pour arriver à produire pour produire à peu près 25 milliards de mètres cubes, il faut à peu près 600 puits. Par an. Pour 600 puits, oui. Il faut 600 puits. Il faut 600 puits, voilà. Il faut c'est-à-dire que s'il y en a qui s'arrêtent, il faut en avoir fait d'autres qui viennent remplacer. Ça, c'est la première tâche. Et après, au bout d'un an, comme le déclin est de 40%, donc vous êtes condamné à forer en permanence. Une idée. Vous savez combien les Américains ont foré à peu près, hein, on ne sait pas, à peu près 500 000 puits, hein, pour arriver à... Combien? 500 000 puits. Pour produire combien de mètres cubes? Oh, ils produisent actuellement, je ne sais pas, ils doivent produire une cinquantaine, 60 milliards. Je crois que le gaz de schiste représente 7% de leur balance énergie. Oui, de la balance énergétique, vous voyez. Donc, c'est un challenge énorme. Hein, Monsieur Zouch, est-ce que ces considérations-là oui. ont été prises en charge quelque part dans la délibération du gouvernement pour prendre cette décision? J'espère. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas participer à la délibération, mais je pense. Enfin, oui. Vous connaissez bien le secteur, il y a des rapports qui remontent, il y a une gouvernance du secteur de l'énergie. Les gens, il faut quand même ramener les choses à leur bon niveau. Les gens de Sonatrach savent. Et le chiffre de 600 puits pour produire 25 milliards, c'est un chiffre que Sonatrach a sorti, ça. Hein, c'est pas quelque chose qui tombe de nulle pour elle. Hein. 600 puits, ça veut dire combien? Il faut investir combien d'argent? On avait parlé d'investir, je crois, pour les 5 ou 6 années, 600 milliards de dollars. Ça, c'est encore un chiffre Sonatrach. Hein. 600 milliards de dollars. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas quand même un peu le sentiment que Sonatrach veut envoyer des messages pour dire que c'est pas vraiment jouable, en tous les cas pas dans le court terme, mais que dans le palier politique, et alors à ce moment-là je commence par celui du ministère de l'Énergie, dans le palier politique, on veut quand même y aller parce qu'on veut dire autre chose, peut-être ce que vous avez dit au début de cette émission, nous avons encore des réserves, peut-être, soyez rassurés. Peut-être qu'il y a ça, et peut-être il y a aussi autre chose, peut-être que c'est une manière de pouvoir attirer les sociétés étrangères qui aujourd'hui sont un petit peu reluctantes pour venir travailler dans l'amont algérien. C'est peut-être aussi parce que peut-être que ce nouveau challenge du gaz de schiste va peut-être attirer. On voit déjà que des sociétés comme Shell, comme Exxon qui n'est jamais venu en Algérie ou qui a essayé mais qui n'a jamais fait
de pas sérieux en Algérie, comme Total par exemple, Shell semble très intéressé pour venir exploiter du gaz de schiste en Algérie. On va en reparler parce que ça pose le problème de l'attractivité sur le gaz et le pétrole conventionnel. Non, mais moi ce que je voudrais dire par là, je suis désolé, je vais faire un peu de politique. Hein, bien sûr, mais il faut. Tout est politique. Hein. Mais est-ce que vraiment on risque de devenir un champ d'expérimentation pour d'autres pays qui, eux, sont déjà reluctants pour... je prends l'exemple autour de nous. Les Français, par loi de 2011, ont interdit l'exploitation du gaz de schiste. La Pologne, qui était le pays qui avait le plus de réserves de gaz de schiste, de ressources, pardon. Vous voyez, vous m'avez corrigé justement. Hein. Je suis bien, oui. On est le matin, là, je suis. Oui. De gaz de schiste en Europe. Eh bien, les gens sont venus, Exxon est venu, il y a eu des solutions, ils ont foré, ils ont travaillé, puis ils sont retirés parce qu'ils se sont rendus compte, je suppose, parce que je n'ai pas les conclusions de leur... Mais je pense que c'est les coûts qui ont dû dire, ça n'est pas rentable. Donner Hassim Saoud à un étranger, non même le faire entrer à 20%, et ce serait vraiment un recul qui serait un peu choquant. Mais par contre, on peut imaginer, disons, faire un accord avec une très bonne société bien choisie, pas les margoulins qu'on a ramenés quelquefois, hein, etc. Hein, pour, par exemple, faire la campagne de forage horizontaux, par exemple. Vous voyez, ça contrat de service. Voilà, un contrat de service avec nous qui participons, enfin l'Algérie qui participe, mais que nous puissions avoir de bons résultats. Alors, ça, on peut le faire. Monsieur Zuluch, on est resté beaucoup sur des sujets extrêmement passionnants, donc on va être obligé d'aller un peu vers la fin plus rapidement. Moi, je voulais quand même vous entendre dire un mot, parce qu'on a jusqu'à maintenant parlé des possibilités de récupérer l'existant, de mieux récupérer l'existant. Sur l'exploration. Un mot sur l'exploration et le round de Al-Naft, l'actuel round de Al-Naft. Vous, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que le contexte incitatif algérien va nous permettre de récupérer des investissements qui nous ont un peu boudés ces dernières années? Il ne faut pas se contenter que des efforts propres, il faut accepter les efforts en partenariat, parce que dans le passé, les efforts en partenariat nous ont donné de bons résultats. Le débat sur le renouvelable a beaucoup reculé cette dernière année. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, hein, parce que le renouvelable, c'est probablement un des facteurs importants que possède l'Algérie. Vous pensez que l'avenir énergétique de l'Algérie est suffisamment important pour justifier un tel investissement? Oui. À moi, ça, je le pense. Oui. Quoi qu'il arrive, hein, le gaz de schiste, je vous ai dit dans 30 ans, hein, pourquoi pas? Alors, 30 ans, c'est quoi? C'est une génération, c'est rien. Non. Donc, il est encore temps de le faire. Ah oui, il est temps de le faire. Non, faut pas qu'on fasse la bêtise. On voulait faire le chemin de fer jusqu'à Hassim Saoud, on a dit, ça y est, c'est terminé. Ben, la preuve, c'est que si on l'avait fait, on serait bien content de l'avoir aujourd'hui. Hein. Monsieur Nazim Zuluch, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce matin. On n'a pas pu tout aborder avec vous parce que c'était extrêmement touffu, très intense. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous.